Emmanuel Macron, s'il est réélu, aura peut-être du mal à se constituer une majorité spontanée et immédiate. Pendant que nous parlons, nous voyons justement le convoi de l'actuel candidat. Allez-y. Et les Français pourraient avoir envie de répartir leur vote un peu différemment. Et il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, LR a un groupe très important à l'Assemblée nationale, le plus important des groupes de l'opposition. Entre les deux hommes, on va la regarder justement. Ça m'a l'air chaleureux. Oh, oui. C'était une question que vous posiez ou une confirmation? C'est ce que j'ai constaté, mais si vous avez une autre réponse à me donner, Frédéric Delpech, faites-le. Alors on n'entend pas bien ce qui se dit. Et 1, et 2, et 50 plus, ce sont vraisemblablement des militants favorables au candidat Macron qui sont présents sur le... Vous avez, merci Valérie Nataf, une meilleure oui que moi. Ce qu'on peut imaginer, c'est que les deux hommes vont faire des démonstrations de proximité et d'affection. C'est attendu. Voilà, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron est sorti en bondissant de sa voiture et c'est presque jeté dans les bras d'Édouard Philippe. Voilà, c'est de bonne guerre en tout cas. Il vient sur les terres de son ancien Premier ministre. Il y a eu des périodes un peu compliquées entre les deux. Là aujourd'hui, on va surtout voir une proximité. Ils ont besoin de l'un de l'autre. Proximité, on va écouter justement le candidat, là aussi, avec Léa Vray. Et nous, on aime bien vous défendre, mais on aimerait bien que vous veniez aussi montrer vos belles idées pour la France. Mais j'essaie d'aller les montrer partout. Vous faites la pub pour Cyril Hanouna? Pas du tout. Mais je fais la pub justement pour votre programme. Et j'ai envie que je vais essayer de faire. Je vais continuer à en faire. J'en fais pas mal, comme vous savez. Donc là, je vais faire France Bleu, puis je vais aller en faire d'autres. Hugo Décrypte peut-être et d'autres. Voilà, je regarde. J'espère. Ouais, Monsieur le Président, vous êtes en direct sur LCI. Quel est le sens de votre présence? Un déplacement sur l'écologie, c'est ça? Oui, sur l'écologie, l'industrie, sur la création d'emplois. Il y a le port ici qui est quelque chose qu'on a consacré tous ensemble avec le Premier ministre puis maire du Havre, Édouard Philippe. Aropa était une idée qui existait depuis longtemps et on l'a maintenant parachevée depuis juin dernier. Et puis c'est le sens aussi ici de montrer la force de l'écologie, c'est-à-dire que nous sommes en train de pas simplement de développer des éoliennes, mais de les produire. Et je pense que c'est important, et de montrer que par l'écologie, on crée de l'emploi. Sur Marine Le Pen sur les éoliennes. Je vous confirme parce que nous, on les produit, on les démonte pas. Ça crée des emplois et ça évite de dépenser de l'argent public bêtement. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Avec Édouard Philippe, vous pensez à une coalition? Oui, bien sûr. Monsieur le Président, vous entendez les gilets jaunes? Il y a quelques gilets jaunes qui chantent là. Bonjour. Un petit coup d'accélérateur, s'il vous plaît, pour l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L'accessibilité à tout, c'est la base. Je suis d'accord. On va mettre en place un fonds pour aider les collectivités territoriales sur ce sujet. Qu'on mette en place des contrôles et qu'on mette en place des pénalités éventuellement, mais vraiment qu'on accélère l'accessibilité des ERP, des logements, des transports, que la chaîne, que le cheminement ne soit pas interrompu par un problème d'accessibilité, parce que vous allez quitter votre logement, mais le transport va pas être accessible. Comment faire pour rejoindre son travail? On est encore en direct ou pas? La chaîne et voilà. Il faut accélérer l'accessibilité pour tous. Alors en même temps, désolidarisation. Juste pour vous expliquer un tout petit peu la situation, le président est en train de s'exprimer sur le thème du handicap et je vais demander à Swan Boissé de lever la caméra. Et il y a là-bas des manifestants contre la présence d'Emmanuel Macron. On va évidemment, dès qu'il aura fini cet échange, lui demander une réaction. On est évidemment toujours en direct. C'est cruel. Financièrement, c'est cruel, c'est dur. Donc là, il faut quand même accéder à ça. C'est une mesure qui va coûter 760 millions d'euros et non 20 milliards, comme certains disent. Mais il faut vraiment arriver à ça. Il ne faut pas que la personne handicapée ou en situation de handicap qui va se marier, qui soit pénalisée comme ça. Là, c'est une grosse injustice en ce moment. Ça concerne trop de citoyens encore. Et c'est très dur. C'est très dur pour les personnes qui le font, qui se marient et qui perdent leur allocation adulte handicapé. Donc là, il faut... Oui. Moi, je représente le handicap invisible. Et pour le coup, sur l'emploi, on est vraiment sur l'autisme dont je m'occupe à 1% en milieu inclusif, avec des personnes qui parfois n'ont aucun handicap visible, mais qui ont un handicap vraiment léger. Et qui, voilà, on a besoin de travailler dessus. Et je pense que même les 6% de ETH chez léger, par rapport aux 12 millions de personnes handicapées aujourd'hui, et qui votent. Leur famille aussi. Auquel on a donné le vote pour ceux qui ne l'avaient pas, comme vous le savez. Après, il faut les accompagner au vote. Oui, mais c'est notre travail et c'est pas simple. Mais on a avancé durant ce quinquennat sur ce sujet, comme vous le savez. Je suis d'accord. Mais il faut qu'on aille plus loin. Voilà. Sur le sujet d'accessibilité, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça.
Mais Oui, il reste ça, c'est la base, c'est le socle. Si on n'a pas l'accessibilité, on ne peut pas être considéré comme un citoyen normal. On est pénalisé. C'est pas aux personnes handicapées à s'adapter à la société tout le temps. sur le parcours complet. Moins Là, de j'ai dans le 2 projet minutes, pour aller 1 plus minute loin que 30, ce qu'on a même fait, après être sorti de sa voiture, avoir salué, on l'a dit chaleureusement, son hôte Édouard Philippe, Emmanuel Macron, vous le voyez, vous le suivez en direct sur LCI, discute, s'entretient et est interpellé par les Havrais, par les électeurs. Il y a toujours, on va parler du fond, hein. Alors on va écouter justement Je suis Emmanuel trop loin de Macron. vous. J'enseigne tous les jours la République, monsieur. D'accord, dans les quartiers difficiles du Havre. Et je sais qui est en face. Le fascisme, d'accord, les gens qui sont héritiers du pétainisme. Et là, concrètement, je suis quelqu'un qui renseigne la République et j'ai aucune raison de voter pour vous. Et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est un énorme problème. Vous ne faites pas ce distinguo en tant que professeur, c'est un énorme problème. Non, mais moi, je suis Et donc, non. Vous avez dit il y a 2-3 semaines, vous avez dit à quelqu'un, ou un peu plus tôt, disons que vous êtes militant, vous êtes très engagé politiquement, c'est quelque chose de pas bien. Enfin, non, pas bien, c'est pas ça. Mais vous avez dit, globalement, oui. Politiquement, faut. Parce que quand il y a un débat public, il faut que ce soit. Mais ils sont citoyens. Mais juste, quand il y a un débat, moi, vous savez d'où je parle. Moral. Un problème moral. Mon problème moral, il est simple. C'est qu'en face de moi, en face de nous, on a le fascisme, on a le pétainisme, on a des personnes qui sont contre la démocratie. Et les 5 ans qu'on vient de passer, elles me donnent aucune raison factuelle hein, de faire le distinguo. Factuel. Si on est factuel ensemble, là, sur l'éducation nationale, sur l'éducation nationale, on a réinvesti. Si le fait d'avoir... Vous rigolez, monsieur, mais je suis factuel, comme vous. Bon. Dispositif dyslexique, TSL, 12 heures, un professeur. Oui, mais vous les séparez. Un professeur. Il y a eu 20 heures, il s'est passé à 12 heures. En 2 ans, plus rien. Monsieur Blanquer a tout supprimé. Le handicap, l'inclusion, rien. C'est du mensonge. Mais monsieur, je peux répondre factuellement. Donc factuellement, tous les élèves qui sont en CP, CE1 et maintenant en grande section de maternelle en REP+, on a dédoublé les classes. Si c'est pas... Et donc... Non mais monsieur, ça... CE2, CM1, CM2, ils sont plus nombreux. Si ça c'est vrai, c'est factuel ça. C'est un mensonge. Non, monsieur... Ah bon, si vous voulez pas... Les chiffres sont là. Et donc les chiffres... À quel moment les chiffres... Mais monsieur, est-ce que... Mais vous rigolez? Mais non, je vous en parle très sincèrement. C'est pas un hasard. Vous voulez que je réponde à des questions? Vous voulez faire... D'accord. Donc, je vous dis... Mais monsieur... Le nombre d'élèves par classe, tout ça. Allez-y. Vous avez... Poser des questions, mais non. Oui, non, mais allez-y. Vous posez des questions. Une drôle d'idée du débat citoyen. Oui. Ah, bah écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les 2 mois de campagne qui est en Ukraine et qui est là juste parce qu'il y a Mme Le Pen qui est en face qui fait campagne, la démocratie, c'est compliqué. Hein. Les électeurs ont voté. C'est culotté de dire ça. Mais monsieur, mais oui, vous avez des drôles, mais des drôles de propos, je vous le dis sincèrement. Maintenant, je vais vous répondre très précisément. On a dédoublé les classes en CP, CE1 sur les REP et REP+. C'est un fait. Et d'ailleurs, maintenant, on a remis les évaluations chaque année et on peut voir que c'est efficace parce que les élèves sont mieux formés pour les savoirs fondamentaux. Ça, on l'a fait et c'est un élément de justice, monsieur. Et c'est un élément... Non, mais ce sont des faits. C'est un élément de justice sociale parce qu'on va aider les élèves les plus fragiles. La deuxième chose, durant ce quinquennat, monsieur, vous m'avez... Oui, mais en CE2, CM1, CM2, c'est pas le cas. Non, on l'a fait pour CP-CE1 parce que c'est là où on apprend les savoirs fondamentaux. Classe, vous le savez. Si, les personnels, on perd des personnels. On a, sur l'inclusion, on a réembauché des accompagnants qu'on appelle les AESH. Non ? Et sous ce quinquennat, il y a 100 000 élèves, mais ces dames sont dans le handicap, elles pourront vous le dire. On a 100 000 élèves de plus qui sont en situation de handicap, qui sont scolarisés grâce à cette politique. Donc si vous êtes enseignant, intéressez-vous aux faits. Monsieur le Président, elle le fait des faits dans mon collège. Monsieur le Président. Bonjour monsieur, pardon, monsieur, bonjour, monsieur, pardon, vous êtes engagé politiquement? C'est pas vrai.
Voilà, scène de campagne, scène quasi quotidienne, hein, que ce soit à Denain, que ce soit à Strasbourg ou à Mulhouse. Il y a eu pour Emmanuel Macron ce genre d'échange avec les Français. Alors, il aurait dit, je dis bien le candidat Emmanuel Macron, aurait dit à ses équipes il y a peu de temps, pour cette campagne, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains, il faut des sourires, il faut de la bienveillance, il faut de la compréhension. Bref, le temps des Gaulois réfractaires est terminé. Là, on en a eu un bel exemple. Oui, je trouve que ces interpellations répétées à chaque déplacement, parfois ces engueulades, parfois ces insultes, auxquelles tous les jours le candidat Macron est confronté, la stratégie étant évidemment de descendre après la période de surplomb, de redescendre au niveau des citoyens et de se confronter à leur colère. Il me semble que ces interpellations retransmises sur les chaînes info ou dans les réseaux sociaux ont une fonction cathartique. Ça permet de purger une part de la dispute nationale, de la colère envers le président Macron, désormais candidat. Et donc, il me semble qu'il gère cette colère comme il le peut. On voit qu'il, pour l'instant, il se tient sans dérapage, sans petites phrases malheureuses, mais on le sait, cette stratégie comporte un risque. Il est lui-même sujet à des emportements et à des sorties de route. Il prend son risque, comme il le dit lui-même, avec ses interpellations. Pour l'instant, ça tient. On va voir, il reste 10 jours. On va continuer sur ce thème parce que c'est intéressant avec ces images que nous voyons en direct, bien évidemment, parce que vous avez vu que le candidat Macron, depuis, j'ai envie de vous dire, 20h01 dimanche, quand il arrive face aux Français, il a toujours ce coude sur la rambarde, il se met comme ça, en proximité avec son interlocuteur, ça continue aussi. Est-ce à dire, Roland Quérol, mais la question est ouverte à tous sur ce plateau, est-ce à dire que ce que les Français ne pouvaient pas faire avec le président Macron, ce que disait Valérie, ils peuvent le faire avec le candidat Macron. Proximité, tout dire et parler de tout. Fini l'intouchable. Oh, je crois qu'à vrai dire, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Rappelez-vous le grand débat national. Partout où il allait, il y avait des gens qui venaient comme ça l'aborder. Moi, je crois surtout que ça a cette fonction. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il me semble il y a aussi un côté. Les Américains diraient rendre la campagne friendly. Il faut. Pourquoi les gens ne sont pas satisfaits d'une campagne électorale? Par exemple, au premier tour, il y a eu des sondages demandant aux Français, vous avez trouvé que c'était comment? Et ils ont dit pas bien, un peu ennuyeux, etc. Pourquoi? Parce que la campagne, elle était un peu réduite à des hommes troncs ou des femmes troncs sur des plateaux ou dans des meetings racontant un discours. Ça, c'est pas très plaisant. Alors que, regardez ça, on est là à regarder. Ça peut être notre gosse, ça peut être notre cousin, ça peut être notre grand-père qui prend un enfant et qui le passe, voilà, le donne, voilà. Qui le prête. Campaign friendly. On peut s'identifier à... Les campagnes électorales, c'est bien parce que c'est ça aussi. Et c'est encore mieux si les candidats, en l'occurrence celui-là, a l'air d'y prendre plaisir. Et à l'évidence, il adore ça. Voir des vrais Français et se laisser engueuler, apostropher ou complimenter, il aime bien, quoi. Les Français ne sont plus volés, ce que disait Roland Quérol, de ce premier tour de la campagne électorale. Oui, c'est vrai qu'il a été reproché à Emmanuel Macron, et ça a été redit tout à l'heure par son interlocuteur, de ne pas avoir fait campagne. Il a été reproché à Emmanuel Macron d'être en surplomb. Alors là, le premier tour est passé. Emmanuel Macron adopte une stratégie totalement différente. Je vais au terrain, je vais au contact, je suis bienveillant. Et quand il a été interrogé l'autre jour sur sa phrase « je veux emmerder les non-vaccinés », il a dit c'était affectueux. Donc on voit bien le ton de la campagne. C'est affectueux, je veux renouer mon lien avec les Français. S'il a été un peu mal compris, s'il a été distendu, je suis là pour le réparer. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Les Français ont eu l'impression qu'il n'y a pas eu de débat au premier tour. Il instaure un débat direct avec ceux des Français qu'il va croiser tout au long de ces 10 jours qui lui restent de campagne. C'est sans grand risque, parce que forcément, ses interlocuteurs vont effectivement lui exprimer leurs frustrations, leurs interrogations et peut-être leur déception. Mais il répondra dans une position qui lui est assez favorable. Donc c'est une façon de faire exister de façon un petit peu artificielle un débat qui, malgré tout, n'a pas eu vraiment lieu et qui, là, va être ramené à quelque chose d'un peu visuel et peut-être d'un peu superficiel. Peut-être un peu superficiel, dites-vous.
Pourquoi ? Oui, c'est-à-dire que le débat de fond, le débat qui est j'ai gouverné pendant 5 ans, j'ai un bilan, j'ai des adversaires, les chiffres du premier tour sont quand même assez éclairants, soit les chiffres de l'abstention, il y a eu entre 12 et 13 millions de Français qui n'ont pas été votés, soit le score de Jean-Luc Mélenchon, soit le score de Marine Le Pen, il y a quand même beaucoup de Français qui n'ont pas donné leur vote à Emmanuel Macron. Donc ces chiffres-là, ils sont là. Et ce débat-là, il n'existe pas. Est-ce qu'Emmanuel Macron réellement a tenu ses engagements ? Pourquoi il ne les a pas tenus ? Est-ce que ces promesses, même de ce nouveau mandat, sont réalistes ? Est-ce que ces changements de pied entre le premier et le deuxième tour sont crédibles ? Enfin, il y a un certain nombre de choses qui méritent d'être posées. Ça, on ne pose pas tout à fait ces questions-là. On répond à des interrogations de certains citoyens. On C'est ne pas l'a tout pas à fait du